Monsieur le Président de la Fédération protestante de France, cher Christian Krieger, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes et de l'État, Mesdames et Messieurs, en ce début d'année 2025, puisque nous sommes encore au début de l'année, je tiens à vous adresser évidemment au nom de l'ensemble des membres du gouvernement mes vœux les plus sincères. Le protestantisme et la France partagent une histoire ancienne, une histoire parfois douloureuse, mais toujours guidée par la quête d'un horizon commun, celui de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Acte fondateur du protestantisme, la réforme ne fut pas qu'un acte religieux. Elle fut une révolution des esprits. En affirmant que chaque individu peut lire les Écritures, interroger les dogmes, dialoguer avec sa propre conscience, les réformateurs ont posé les bases d'une liberté fondamentale, celle de penser par soi-même. Cette idée n'a pas seulement transformé notre rapport au sacré, elle a irrigué l'histoire européenne, inspirant plus tard la philosophie des Lumières. La liberté de conscience, ce pilier de nos démocraties modernes, s'enracine profondément dans la tradition protestante. Voltaire lui-même, dans son traité sur la tolérance, prend la défense du protestant Jean Calas, accusé d'avoir assassiné son fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme, condamné à mort au terme d'un procès incohérent. Le philosophe y dénonce les ravages de l'intolérance et défend une société où chacun serait enfin libre de croire ou de ne pas croire et d'en définir la manière. Cette liberté, qui est aussi celle de culte, a été conquise à travers les luttes, les sacrifices, mais surtout la persistance d'une foi en l'humanité et en la possibilité d'une coexistence pacifique. Et cette liberté ne s'arrête pas là, elle est aussi celle d'apprendre, de comprendre, d'agir. L'importance que le protestantisme accorde à l'éducation dès les débuts de la Réforme reflète cette volonté de donner à chacun les outils pour exercer sa raison et bâtir sa propre destinée. Mais la liberté seule serait incomplète sans l'égalité. Là encore, le protestantisme a joué un rôle déterminant. Dès ses origines, il a rejeté les hiérarchies arbitraires et les privilèges immérités. Face à Dieu, chaque individu est libre et responsable, sans médiateur obligatoire, sans distinction artificielle. Cette affirmation a contribué à forger l'idéal d'égalité qui irrigue aujourd'hui notre société. Le refus des castes, des discriminations, des monopoles d'autorité au cœur du protestantisme n'a cessé d'alimenter un combat pour la justice sociale, un combat qui a trouvé parmi d'autres un terrain d'expression remarquable, notamment pour les femmes. Je veux rendre hommage devant vous à 3 femmes que notre histoire a tendance à oublier. 3 femmes protestantes, à la fois pionnières et héritières d'une tradition de responsabilité individuelle et collective, ont participé de manière déterminante aux fondations d'un premier mouvement féministe qui continue d'inspirer aujourd'hui nos luttes contemporaines. Née en 1901, de la fusion de 2 courants de militantes féministes, les unes laïques, les autres protestantes, le Conseil national des femmes françaises a marqué un tournant décisif dans notre histoire. Sous l'impulsion notable de 2 filles et sœurs de pasteurs, Sarah Monod et Julie Siegfried, qui en assurent la présidence et la vice-présidence, ce féminisme réformiste ne se contente pas de soulager, d'amoindrir les maux de la société industrielle au travers de la philanthropie, il exige des droits et il les conquiert. Le centenaire du Code civil en 1904 est l'occasion de protester contre ce code napoléonien qui considère encore les femmes en mineurs. Les militantes mettent alors l'accent sur les rôles de l'éducation et du travail nécessaires à l'émancipation des femmes, préalable même à leur autonomie. En 1906, elles obtiennent une avancée majeure, la loi qui permet enfin aux femmes mariées de pouvoir conserver leur propre salaire, posant une première pierre dans ce très long combat pour briser la dépendance des femmes à l'égard de leurs conjoints. Mais ces femmes savent que l'émancipation n'adviendra pas tant qu'elles n'auront pas le droit de voter. Marguerite de Witt-Schlumberger, petite fille de François Guizot, devient l'une des porte-voix les plus éloquentes de cette exigence. Présidente de l'Union française pour le suffrage des femmes et membre active elle aussi du CNFF, elle dénonce l'immobilisme d'un système où les lois, écrites alors exclusivement par les hommes, ne prennent pas en compte les besoins spécifiques ni des femmes ni des enfants. Avec le suffrage des femmes, ils devront enfin tenir compte de leurs idées. Nous connaissons la suite.
Ce féminisme protestant se distingue par son pragmatisme et son ancrage dans une vision de progrès social qui résonne, je crois, puissamment avec les valeurs de notre République. Et cet héritage se poursuit aujourd'hui dans vos engagements que vous avez rappelés pour l'égalité des chances, pour les droits humains, pour les droits des femmes, pour qu'elles aient chacune leur place, et pour la dignité de chacune et de chacun. Nous savons tous ici que l'égalité n'est pas qu'un idéal à proclamer, mais une réalité à construire chaque jour par des actes concrets. Enfin, parce que vous défendiez la liberté et l'égalité, vous avez connu les affres de l'intolérance, les dragonnades, les galères, les massacres et l'exil. Votre mémoire porte le souvenir de ces persécutions. Mais cette mémoire n'a pas été enfermée dans la douleur. Vous l'avez transformée en force et en une exigence puissante de fraternité. Cette fraternité, elle s'est manifestée de manière éclatante dans notre histoire, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans l'histoire de Chambon-sur-Lignon, auquel Romain Gary a rendu hommage dans son tout dernier roman, Les Cerfs-volants. Sous l'impulsion du pasteur André Trocmé et de sa femme Magda, un village entier a ouvert ses portes et ses greniers à ceux que la barbarie nazie voulait alors anéantir. Ce geste de solidarité, accompli au péril de leur vie, est une leçon universelle. Il incarne l'essence même de cette fraternité républicaine qui se vit dans les gestes du quotidien, dans le refus de l'indifférence et dans l'accueil de l'autre. Aujourd'hui, vous continuez d'assumer une fonction singulière dans notre pays. Vous êtes, je crois, des passeurs. Par votre histoire, par votre tradition de dialogue, vous êtes un trait d'union qui s'incarne encore ce soir, non seulement entre les cultes, mais aussi entre les cultes et l'État, en participant de manière très active au dialogue interreligieux qui fait la richesse de notre pays. La Fédération protestante de France, en étant régulièrement à l'initiative de positions communes de la Conférence des responsables des cultes de France, assume cette mission de dialogue avec force et avec responsabilité. Je tiens notamment à saluer l'expression interreligieuse du 7 octobre dernier, condamnant les attaques terroristes, appelant à la paix et à la fraternité au Proche-Orient, dont vous avez été l'une des chevilles ouvrières. La foi, quand elle se met au service de la paix et de la fraternité, peut être une force au cœur de notre République laïque. Car rappelons-le, la laïcité n'est pas une arme contre les religions, mais un cadre pour les protéger toutes, pour garantir à chacun de nous la liberté de croire ou de ne pas croire, dans le respect des lois et des principes de la République, pour qu'aucune foi ne s'impose sur les autres ou ne s'oppose à la République. Votre engagement pour la liberté de conscience, votre capacité à dialoguer sans renier vos convictions, enrichissent ce pacte républicain qui fait de notre diversité une richesse. Mesdames et messieurs, alors que nous entamons cette année 2025, les défis sont nombreux. Les fractures sociales, l'individualisme exacerbé que nous ressentons, les tensions identitaires, les enjeux climatiques que vous avez rappelés, sont autant de crises qui appellent à des réponses collectives et des réponses solidaires. Dans ce contexte, votre engagement pour la justice, pour la dignité, pour la paix est plus que jamais nécessaire. Je forme le vœu que cette année soit pour vous une année de projets ambitieux et de fidélité à vos valeurs, que vous puissiez continuer à éclairer notre société, à bâtir des ponts là où d'autres dressent des murs, à porter cette lumière qui éclaire, non pour diviser, mais pour nous rassembler. Je vous remercie, au nom de la République, pour ce que vous apportez à notre pays, et je vous adresse évidemment mes vœux les plus chaleureux pour cette année, pour que vive la République et que vive la France.